long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Salut à toutes et à tous. Eurobasket oblige, présence de l'équipe de France en quart de finale oblige. On va faire un numéro du podcast spécial sur l'équipe de France pour parler un petit peu en preview à la fois de ce quart de finale face à l'Italie, revenir un petit peu sur les parcours de l'Italie et de la France, comment ces équipes sont arrivées là, et essayer d'avoir une perspective un petit peu pour la suite de la compétition. Comme chaque semaine, pour me rejoindre dans ce podcast de l'équipe Rivers Basket Session, je suis rejoint par Shai Mamou et Antoine Pimel. Tous les deux, pour commencer, pour lancer un petit peu le débat, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quel état d'esprit vous vous retrouvez donc à la veille de ce quart de finale qui se jouera demain entre la France et l'Italie? Quelles sont les premières choses qui vous viennent en tête? Moi déjà, comme on en a un peu parlé entre nous, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à devoir jouer une autre équipe que la Serbie à ce stade. Je pense qu'on est beaucoup en ayant anticipé un peu le tableau par rapport à ce que ferait la France, etc. Je pense qu'on s'était un peu tracé tous le même programme. Bon, allez, on bat les Turcs. Et après, c'est que du bonus presque. On se disait on en a déjà parlé, le fait que ce soit une compétition un peu de transition. C'est un peu comme ça que nous, on le voit et que même si les Bleus ne le voient pas comme ça, c'est un peu une compétition de transition. Là, d'un coup, ça s'est un peu miraculeusement ouvert, ce qui ne veut pas dire que ce sera facile, mais moi, je le vois un peu comme ça. Je me dis, bon, la fenêtre pour une médaille, elle est peut-être plus ouverte que ce que je pensais. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que l'Italie batte la Serbie, en fait, avec ce qu'on avait vu de la Serbie depuis le début du tournoi, avec ce qu'on avait vu de l'Italie privée de Gallinari. On en parlera tout à l'heure de la manière dont maintenant jouent les Italiens, mais voilà, je me dis, bon, c'est un peu inespéré, donc il faut faire le job. Et après, derrière, une fois que tu passes ça et que tu es dans le dernier carré, écoute, tout est possible. Ouais, moi, excité. Je dirais que le mot-clé, c'est ça. De mon côté, excité parce que, comme tu l'as bien dit, le tournoi s'est ouvert. Je pense que l'équipe Il y de a eu pas France a mal de toujours. surprises sur le Voilà, huitième de finale, pas mal d'upsets. c'est ça. C'est-à-dire qu'on voyait 3 équipes vraiment majeures, c'est-à-dire Grèce, Serbie, Slovénie. Au final, on se rend compte que déjà, la Serbie, bon, on pourra éventuellement parler de la Serbie, mais la Serbie, c'est encore une fois a eu du mal à vivre avec ce statut de favorite. Ouais. C'est quand même une constante pour cette équipe depuis plusieurs années. Donc voilà, elle s'est encore une fois crachée, je pense en grande partie elle-même. Donc du coup, il ne reste plus que 2 ogres. Les Slovènes, on a vu sur le match avec l'équipe de France qu'il y a quand même une ambiance très particulière sur ce genre de match. Et du coup, l'équipe de France face à la Slovénie, clairement, même cette équipe en reconstruction de l'équipe de France, tu sais qu'elle va tout donner, que ce sera un match où elle ne va pas se faire écraser. Donc je ne sais pas que tu enlèves un ogre, mais tu te dis, bon, il y a vraiment possibilité. Et du coup, il reste. En gros, voilà, le tableau est beaucoup plus ouvert que ce que ça ne paraissait il y a encore que quelques jours. Et ben voilà, excité parce qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a cette vraie possibilité de médaille. Mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même une équipe qui a des lacunes, qui l'a montré. Et c'est surtout, généralement, dans les moments où on est excité et on se dit, ah, c'est bon, ça va le faire, que voilà, qu'on d'un certain vieux démon qui reviennent. J'irai pas jusqu'à comparer la France et la Serbie parce que je pense quand même que l'équipe de France a passé des caps, contrairement à la Serbie, a notamment décroché des vraies très belles médailles et pas passé loin de gagner des titres, notamment aux JO contre les États-Unis. Donc la France a un peu plus de solidité mentale, je dirais, mais ça reste une équipe qui est meilleure en tant qu'outsider qu'en tant que favorite, l'équipe de France. Donc voilà, Ouais. excité, mais tout en restant méfiant. Pour rappeler un petit peu le tableau simplement, donc France-Italie, ça sera notre quart de finale à nous. En cas de victoire, on croiserait avec avec l'équipe qui remportera le match entre la Slovénie et la Pologne. Donc effectivement, sans vouloir comment dire, manquer de respect à la Pologne, on peut imaginer que la Slovénie passerait. Et dans l'autre partie du tableau, il y aura donc Allemagne-Grèce d'un côté et Espagne-Finlande de l'autre. Donc effectivement, comme vous le disiez, un tableau qui s'est quand même pas mal ouvert au fur et à mesure des matchs. Ce qui est assez intéressant de voir là pour ce quart de finale, on va pouvoir rentrer un petit peu en détail dedans, c'est peut-être d'un point de vue psychologique où on en est. Tu parlais du match contre la Slovénie, Antoine. Moi, j'ai le sentiment que c'était notre meilleur match, enfin que c'était le Ouais, meilleur match de l'équipe de c'est France, clairement. finalement, qui s'est soldé par une défaite, d'où la déception, je pense, notamment de la part du staff technique de Vincent Collet, d'avoir eu le sentiment d'être un petit peu, de ne pas avoir été en capacité de voir si on pouvait prendre ce match.
Il a été très critique envers les arbitres après ce match-là. Par contre, suivi par un match contre la Turquie où vraiment c'était un peu scénario catastrophe. Euh, on avait pris jusqu'à 14 ou 15 points d'avance et puis finalement, il y a eu un crash total de l'équipe de France, incapable de réagir à mesure que les Turcs repassaient devant. Fin de match un peu rocambolesque avec des lancers francs ratés, une interception qui nous ont permis finalement de nous imposer d'un tout petit point en prolongation avec malgré tout, enfin une chose, enfin voilà, l'impact de Rudy Gobert énorme sur toute la fin de match. Là aussi, on pourra y revenir. Mais quand même, l'équipe de France qui s'est fait très, très peur pour sortir de ce huitième de finale. Et à l'inverse, une équipe d'Italie qui a totalement réussi à faire déjouer la Serbie sur le huitième de finale. Une équipe d'Italie dont, enfin, tu l'as dit, Antoine, tout le monde annonçait que voilà, tout le monde disait que la Serbie était une des équipes qui jouait le plus beau basket sur ce début de championnat d'Europe, avec un MVP en titre en la personne de Nikola Jokic. Honnêtement, personne ne s'attendait à voir la Serbie chuter dès les huitièmes de finale. Et l'Italie qui, on va pouvoir y revenir également, qui a vraiment très très bien joué ce huitième de finale dans des circonstances vraiment particulières avec le coach Pozzecco qui s'est fait expulser au début du troisième quart-temps, des ressources trouvées un peu de manière incroyable par des joueurs voilà, qui se sont montrés qu'on n'attendait pas forcément au rendez-vous, et un Nicolo Melli de très grande classe qui a vraiment été le voilà, joueur déterminant de cette équipe d'Italie. Donc deux mentalités différentes entre une équipe de France qui s'est fait peur, une équipe mais qui s'est fait peur, mais malgré tout, qui est là où elle voulait être. Une équipe d'Italie ben, qui a réussi un exploit, malgré tout, de taper la Serbie et qui a peut-être déjà joué en partie sa finale dans sa tête. Enfin, toutes ces choses sont assez compliquées. Vous, dans quel état d'esprit est-ce que vous voyez ces deux équipes arriver pour ce quart de finale qui se jouera donc demain mercredi à 17h15? L'Italie, ils ont un peu, enfin, comme tu disais, c'est un peu comme s'ils avaient déjà joué leur finale, mais c'est les équipes comme ça pour lesquelles tous les matchs qui viennent sont que du bonus, elles sont ultra dangereuses. Et puis les Italiens, on connaît leur culture sportive et de basket, ils vont absolument pas arriver en disant c'est bon, on a déjà fait le job, pas grave si on perd. Voilà, ça va jouer dur, ça va un peu truquer, on connaît le style. Et si offensivement ils commencent à mettre dedans et à prendre feu, ils ont des joueurs. Moi, j'adore Fontecchio en Italie. On va le voir Qui était excellent d'ailleurs. Ouais, on l'avait déjà vu au JO, hein, il avait déjà été redoutable, notamment contre nous en quart. Et là, on va le voir en NBA normalement, hein, au Jazz de la saison prochaine. C'est des joueurs où, si tu commences à les mettre en confiance, comme le Turc qui nous a assassinés à 3 points, dont j'ai oublié le nom. Il ne nous regarde pas, donc je m'excuse auprès de lui, mais ça ne devrait pas lui poser de problème. Des joueurs comme ça qui prennent feu offensivement sur une équipe qui surfe sur une dynamique de confiance comme celle-là, après avoir tapé la Serbie, c'est ultra dangereux, quoi. Et la pression, elle est du côté de la France. Voilà, on a la pression, c'est indéniable. On ne l'aurait pas eu, je pense, si on avait joué la Serbie. On se serait dit, allez, bonus qu'on joue contre le favori ou l'un des deux favoris. On sait qu'on n'a pas l'équipe optimale pour jouer ce match-là. Voilà, c'est pas grave, on fait de notre mieux. Là, si on perd, c'est tout de suite grosse pression et grosse déception et critique et analyse de ce qui n'a pas été, etc. Donc, c'est comme disait Antoine tout à l'heure, on a parfois eu du mal avec ce statut de favori, à contrario de quand on était outsider et qu'on a pu créer de belles surprises. C'est le seul truc qui me fait un petit peu peur parce qu'on a vu ça contre la Turquie aussi. On était bien dans le match, on menait tranquillement, statut de favori assumé. Et d'un coup, la lumière qui s'éteint, on ne défend plus, on ne met plus un panier. Et j'ai un peu peur de ça. Donc, pour l'état d'esprit que tu demandais, je pense qu'on est très conscient du fait que là, maintenant, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Faut voir comment l'euphorie de l'Italie est descendue. Quel est le niveau d'euphorie encore après ce match contre la Serbie? Parce qu'il y a des équipes qui ont des contre-coups total, hein, comme tu disais, après avoir déjà joué leur finale, ça arrive que des équipes du coup passent complètement à côté le match d'après parce qu'elles sont encore. Si tu veux, tu as à être sur le petit nuage de deux manières différentes. Il y a celle où tu continues de surfer et il y a celle où, à l'inverse, t'as le jus qui est complètement coupé. Moi, je pense que les Italiens, comme tu as dit, Chat, ils vont quand même jouer leur match, ils vont faire leur match, et ils vont avoir encore ce niveau de confiance. Maintenant, je pense que la France a quand même des raisons d'être en confiance, au-delà même du statut de favori ou de se dire qu'ils sont plus forts sur le papier. Il y a un peu, tu sais,
quand tu sors d'un match comme ça contre la Turquie, ce genre de truc là où tu gagnes à l'arrache, ça peut se voir un peu dans tous les sports, au tennis, au foot, en fait, peu importe. Dans ce genre de compétition, quand d'un coup tu t'es donné pour mort, parce que littéralement, le moment où il y a 77-75, la France est morte. Parce qu'à Donc c'est à ce moment-là, il y Osman. avait 2 lancers à Ouais, suivre, plus ouais, voilà, possession c'est ça. pour la Turquie. Le moment où Sedi Osman rate ses lancers, enfin juste avant de les tirer, la France est morte. Elle est morte, elle est enterrée, c'est fini. Et quand tu te sors miraculeusement de ce genre de situation, c'est un peu, même inconsciemment, tu peux avoir ce sentiment un peu d'invincibilité derrière, de se dire, mais attends, c'est sorti de ça. Et, et ça te fait jouer différemment. Je pense que les Français peuvent avoir ce truc-là. C'est pour ça, en fait, c'est assez fou. Il y a un peu ce côté où cette équipe, malgré toutes ses lacunes, tu te dis, mais en fait, là, elle peut même aller au bout. Tu vois, elle peut aller gagner ce tournoi ou au moins, peut-être pas, bon, gagner, ça reste encore autre chose, mais aller chercher une belle médaille et ouais, à force de se sortir de mauvais pas, de se foirer elle-même, mais de finalement être toujours du bon côté de la balance, tu vois, du bon côté du tableau d'affichage, soit contre la Hongrie, contre la Lituanie, contre la Bosnie aussi au final et là maintenant contre la Turquie, bon, ça à un moment ça peut auprès des joueurs créer un espèce d'électrochoc de toute façon on va toujours s'en sortir, quel que soit le score, on peut s'en sortir. Donc je reste confiant. Après c'est un match piège, il faut faire gaffe, mais je pense que ce staff, cette équipe a quand même de l'expérience. Et les Italiens, là où les Italiens vont, je pense, dans tous les cas, bien jouer le coup et jouer le coup à fond, c'est qu'ils ont honnêtement un super coach, Pozzecco, que ce soit en club ou en sélection, là, il fait des merveilles, quoi. Il a une personnalité hyper démonstrative. Je pense que vous avez vu la vidéo où juste après la victoire, il croise Yanis dans les coups dans le Ouais, couloir, il lui saute dessus, je lui dis I love you Yanis. L'autre, il est mort de rire. Enfin, c'est vraiment un personnage qui peut influer au-delà de ses qualités au niveau tactique qui sont évidentes, hein. Parce que la façon dont ce que tu disais Théo, la façon dont il a approché le match contre la Serbie, honnêtement, il faut quand même réussir à faire déjouer une équipe comme ça, c'est très fort. Sa personnalité, c'est le genre de personnalité qui peut justement transcender des groupes dans des contextes comme ça, comme un quart de finale où ils partent encore une fois pas favoris. C'est un autre paramètre à prendre en compte. Le coaching est très très au point côté italien. Ils connaissent leurs forces parce que en fait, il n'y a pas Gallinari qui est la star de l'équipe depuis 10 ans. C'est le joueur référence. Ils ont joué sans lui. Ils ont trouvé plein d'autres moyens de bien jouer. Collectivement, ça tourne très bien. Tu le disais aussi tout à l'heure, Théo, il y a des joueurs qui sont un peu sortis de nulle part. Le Marco Spissou, le meneur, là, qui sort 22 points. Dans l'article que j'ai écrit pour présenter le match, je disais justement qu'il ne fallait pas faire l'erreur de prendre la comparaison avec les JO de 2021, parce que des mecs comme Spissou n'ont pas joué une minute sur le match contre la France, et là, ils sont responsabilisés maintenant alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Donc, c'est pas la même équipe, c'est pas exactement la même approche, même s'il y a pas mal de joueurs qui ont participé aussi à cet événement-là. Il y a un mec comme Datome qui est revenu dans l'équipe, le vétéran Ouais, old qui est le school. capitaine et Capitaine. qui joue peu, il a joué sur des moments Son petit clés, quart mais d'heure, ouais. voilà, qui s'est vraiment mis au service de l'équipe. Ouais, et donc, il ne faut pas faire l'erreur de se dire, bon, on les a tapés au JO, même si c'était un peu compliqué, donc là, on va les battre parce qu'on les connaît. C'est l'erreur à ne pas faire, à mon avis, parce que tu parlais aussi de Nicolo Melli, on le connaît bien, on l'a vu un peu aussi en NBA, en Europe, c'est un type référence. Plein de joueurs comme ça autour qui. Il y a Donc, Nico Magnon qui joue pas beaucoup, mais qui est capable de ouais. prendre feu à n'importe quel moment. C'est le genre de joueur sur pick and roll, à 3 points. Bon, après, il a plus le même rôle dans cette équipe d'Italie, mais Ah, c'est des remplaçants qui peuvent faire mal. ils ont cette particularité-là, ils n'ont pas un intérieur dominant, vraiment big man, un peu traditionnel qui peut t'enfoncer. Dans l'idée, moi, je me dis que ça peut être une des choses sur lesquelles appuyer, c'est le secteur intérieur où on n'a pas été si fantastique que ça, je trouve, sur le secteur intérieur depuis le début de la compète, malgré Gobert fait toujours de bonnes stats et tout. Mais là, je pense que c'est vraiment le match où insister sur la taille de nos joueurs, ça peut faire la différence. Ouais, effectivement, avant qu'on rentre un petit peu sur voilà, les aspects tactiques ou à regarder de ce match, il y a une chose que je voudrais souligner. Tu as parlé de groupe, Shai, pour parler de cette équipe d'Italie. Moi, j'ai trouvé que c'était effectivement ce qui était la vraie force de cette équipe. C'était assez impressionnant de voir le moment où Pozzecco est expulsé du match. Alors, pour rappel, en fait, il prend une faute technique très vite dans le premier quart-temps et ensuite son banc en prend deux de suite. Enfin, prend deux. Il y a deux fautes techniques banc, donc lui, ça lui équivaut à une deuxième faute technique, donc il est obligé de quitter le terrain. Et c'était impressionnant de voir comment, en fait, avant de quitter le terrain, il a appelé tous ses joueurs autour de lui
Ses joueurs qui étaient sur le banc, il les a serrés dans ses bras. Ceux qui étaient sur le terrain, il les a fait venir. Son staff technique, pareil, il les a pris dans les bras littéralement. Il a quitté le terrain, il a été salué toute l'équipe serbe, il était en pleurs. Mais il y avait déjà, on voyait la cohésion qu'il y avait entre ses joueurs et lui. À la fin du match, il est revenu enfin, une fois que le match était remporté, il est venu derrière le banc. Tous les joueurs se sont précipités pour venir l'embrasser. On sent qu'il y a une vraie cohésion d'équipe. Alors, c'est pas pour faire dans les stéréotypes, mais ces équipes d'Italie, elles ont toujours été des battantes. C'est pas le genre d'équipe qui acceptera d'avoir perdu en fait. Et c'est là où, d'un point de vue psychologique, il y a quelque chose qui m'inquiète un petit peu pour l'équipe de France, même si je pense, comme tu le disais Antoine, qu'elle a toutes les armes pour pouvoir passer ce quart de finale. C'est que sur cette compétition, j'ai le sentiment qu'on n'a pas vraiment de plancher. Comment dire, pour reprendre un petit peu les clichés américains, je n'irai pas jusqu'à dire que le ciel est la limite d'un côté, mais par contre, en revanche, j'ai l'impression qu'on n'a pas de limite quand on chute vraiment. C'est ce qu'on a vu contre la Turquie, Oui. où tu te disais, bon, bah non, c'est mort, ce match, il est plié, on encaisse, on encaisse, on encaisse, on est incapable de répondre. Et face à une équipe, et c'était un des problèmes de l'équipe de France depuis le début de la compétition, cette incapacité, dès qu'elle arrive à créer des écarts, à les conserver avec assurance. J'ai trouvé que systématiquement, on s'est fait un petit peu peur. Et face à cette équipe d'Italie, on ne pourra pas ne pas. Il faudra savoir mettre la main sur le match à un moment, parce que cette équipe, elle va continuer à venir, à rechercher. Tu parlais de Spisou qui a fait un super match. Il y a aussi Alessandro Paiola, là, qui est extraordinaire en défense, un vrai dynamiteur. Cette équipe-là, elle va se battre jusqu'à la dernière minute, quoi qu'il arrive. Et donc, je pense qu'une des clés, au-delà des aspects techniques sur lesquels ou stratégiques sur lesquels on va pouvoir venir ensuite, il y a vraiment cet aspect-là il faudra arriver à vraiment mettre la main sur le match. Parce que cette équipe d'Italie, elle lâchera pas l'affaire. Tu parles de Pozzecco. Ceux qui se rappellent de lui en tant que joueur étaient tout aussi surexcités. C'est le mec qui va galvaniser ses troupes jusqu'à la dernière minute. Si ça se t'arrête pas, Comment il lui, le il va mettre surnomme? Comment il le surnomme déjà? c'est la mouche atomique. La La mouche mouche, atomique. c'est le surnom qu'il avait quand il était joueur déjà. Et voilà quoi. Et cette équipe, en fait, ça c'est intéressant de voir que. Je dis pas que c'est le baromètre de cette équipe, mais en tout cas, on sent que c'est un groupe uni. Les mecs rentrent, sortent. Tu disais Nico Magnon, Antoine, bah, il a peu joué finalement dans le match contre la Serbie, mais il est rentré sur le banc, il encourageait. On sent qu'il y a une vraie cohésion dans cette équipe. Et c'est ça que je trouve dangereux au-delà de leurs atouts, bien sûr, basket. C'est ça qui me fait un petit peu peur dans ce quart de finale. Bah, si Alors, on fait un troisième carton comme on l'a fait contre la Turquie, les Italiens vont. Ça va être sanctionné 10 fois plus dur parce que c'est une équipe qui a encore plus de cœur et de cohésion avec tout ce que tu viens de dire que les Turcs. Donc, ouais, voilà, exactement. C'est vrai que même les Turcs, finalement, on les voyait chez Lee Osman, on voyait après des actions ratées, tu sais, qui râlaient, qui jetaient des regards un peu vénères envers ses adversaires. Nous, là, on n'a pas du tout vu ça dans le match Italie-Serbie notamment, alors que l'Italie avait mal commencé, hein. La Serbie avait pris un Oui, la écart. Serbie a pris le dessus. Exactement, elle a pris le dessus dès le départ. Nikola Jokic sort, enfin, il signe un match fantastique à nouveau, hein, pas grand-chose à lui reprocher de ce côté-là. Mais on peut venir peut-être du coup sur un petit peu comment l'Italie a gagné ce match. Et puis ça va nous amener, je pense, à ce dont tu parlais, Shai, sur les avantages ou du moins les aspects qui peuvent être intéressants à travailler pour l'équipe de France. Pour rappel, si vous n'avez pas vu le match, ce qui était intéressant, c'est que l'Italie a tout de suite fait le pari de vouloir sortir Jokic de la raquette en jouant petit avec Nicolo Melli qui était quasiment le seul intérieur ou du moins le seul joueur qui roulait au panier dans cette équipe, a joué beaucoup de pick and roll et surtout du pick and pop de manière à voilà à avoir des couloirs d'accès au panier, à sortir Jokic qui même si c'est pas, on est tous d'accord pour dire que c'est pas Rudy Gobert en défense, c'est quand même un joueur qui a beaucoup progressé défensivement et qui prend de la place, qui gêne beaucoup quand il est dans la raquette. Et ce pari a finalement, même si Jokic a fait un très gros match, ce pari a fini par payer pour l'Italie sur la durée du match. Je ne sais pas, vous, d'un point de vue stratégique, ce que vous voyez un petit peu. Shai, tu avais commencé à en parler voilà, en parlant justement des grands, de nos grands, et notamment Rudy Gobert, qui a quand même été exceptionnel sur la fin de match contre la Turquie, hein. Je pense que c'est pas à faire, c'est pas un secret de dire que c'est un des artisans principaux de cette victoire finalement. Et toi aussi, Antoine, je ne sais pas ce que vous avez repéré de votre côté sur ce qu'on peut attendre de ce match-là. bah, pour insister sur le côté de la taille qui me paraît, ça paraît être un peu une évidence, mais c'est pas toujours facile à mettre en application. En fait, avant que Rudy prenne vraiment les choses en main sur la fin du match et pendant la prolongation, je trouve que les fois où on avait tenté de le servir, ça avait été un peu compliqué parce que
tout joueur exceptionnel qu'il est, notamment en défense, c'est pas un joueur qui a énormément de moves, c'est ce qui lui est souvent reproché en attaque. Et la façon dont il était servi, même si du coup on pouvait se dire, ah bah c'est bien, on l'alimente, c'était pas optimal par rapport à ses qualités. Et du coup, il y a 3 actions de suite, je crois, où on le sert, mais avec des passes un peu dans les genoux et tout, et où il a du mal derrière à enchaîner. Et où c'était compliqué. Donc, je pense qu'il faut insister sur l'avantage de taille qu'il y a, et pas qu'avec Rudy, parce qu'on a Vincent Poirier, Mustapha Fall, qui peut aussi faire des différences au JO. Je l'avais trouvé impressionnant sur les phases sur lesquelles il avait été utilisé. Je pense que c'est une clé, même s'ils vont effectivement faire une tactique peut-être pour éloigner le plus possible les grands de la raquette, si les Italiens vont faire ça. Je pense que c'est une approche à envisager sérieusement, mais vraiment dans les bonnes conditions. Moi, il y a quand même un truc, c'est que l'équipe de France, elle est quand même meilleure contre les équipes avec un grand intérieur. C'est-à-dire que Rudy Gobert sert beaucoup quand on joue Jonas Valanciunas. Je me souviens que déjà dans le podcast, il y a une semaine ou deux, du Ouais, coup, tu l'avais dit, ouais. j'avais dit la Lituanie, c'est un match que je sens bien parce que Gobert, il va être intéressant. Plus que contre l'Allemagne. Pareil, quand on joue la Bosnie, au final, tu vois, c'est des équipes, on sait contrer des équipes avec un grand pivot. Là, le small ball, ça va être plus délicat. Je pense il va falloir alterner. Il va falloir alterner, il va falloir envoyer plein de choses différentes. Eux, ils risquent sans doute de rester sur cette tactique tout du long. Si Gobert ne punit pas, il faudra voir si Poirier ou Fall le peut, effectivement, comme tu dis. Je pense que des fois, il faudra aussi surprendre les Italiens, jouer avec Gershon et Yabusele en pivot. Et là, c'est différent. Je pense que la France peut appliquer son propre small ball. Par contre, il faut vraiment le faire à petite dose. Pourquoi je pense que les Français ne peuvent pas le faire sur tout le match? C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas transformer ce match en concours à 3 points. Il ne faut pas que ce match il soit non plus flamboyant. Parce que je pense que là, tout ce que tu notais, notamment Théo, sur l'Italie, sur le côté uni, sur le côté enthousiaste avec le coach et tout, c'est le genre de truc où derrière, tu perds ce genre de duel. Tu ne peux pas jouer au small ball contre les Warriors, tu perds. Alors, les Italiens ne sont évidemment pas les Warriors, hein, mais l'idée, c'est de voilà, pas laisser ce match non plus complètement s'enflammer. Surtout que l'équipe de France, vous avez peut-être remarqué, c'est quand même une équipe qui prend énormément de 3 points. C'est-à-dire que n'importe quelle équipe qu'on affronte, il y a un mec en face qui se met à mettre des 3 points. On a pris plein de 3 points contre l'Allemagne, contre la Hongrie. Les Hongrois, qui, je veux dire, sans leur manquer de respect, n'ont pas non plus une équipe estampillée, tu vois, dans le top du basket international et encore moins européen. Et au final, bah, on s'est pris plein de 3 points. On se prend toujours plein de 3 points. Donc le danger, c'est vraiment de se retrouver dans un match où d'un coup, il y a plein de tirs extérieurs qui sont shootés. Les Italiens vont en mettre plus que nous. À part si d'un coup, on a Evan Fournier qui en met 5 ou 6. Et je veux dire, on va perdre à ce jeu-là. Donc, je pense qu'il faut alterner. Il faut des fois jouer grand, des fois jouer plus petit avec Gershon pour essayer de contrer un peu Nicolo Melli. Et surtout, je pense que défensivement, nos extérieurs vont avoir une tâche très importante. Il faut casser le jeu des Italiens. Il faut qu'Albici, Tarpey, il faut casser le jeu des playmakers. Il faut les empêcher. Même si, OK, ils jouent petit, c'est pas grave, le jeu est espacé, mais on casse, on monte très haut. Un peu comme l'Allemagne nous a fait. On casse vraiment. Et eux, de toute façon, ils auront du mal. Ils n'ont pas de quelqu'un à servir dessous pour temporiser. Je pense que ça peut vraiment être une des clés du match. Ouais, c'est intéressant tout ça. Pour revenir vite fait sur le match, sur ce que tu disais, Shai, au sujet de l'utilisation de Rudy Gobert, moi, ce qui m'a gêné dans le match face à la Turquie, c'est qu'il y a aussi quand même, malgré tout, un paquet de fois où on ne l'a pas servi et où il ouvrait vraiment très bien sous le cercle. Et tu parlais de passes pas ajustées, etc. Enfin, on le dit depuis le début du tournoi, de toute façon, on a un vrai déficit de playmaker. C'était hyper criant dans le match face à la Turquie. Et ce que tu viens de dire, Antoine, sur le fait de couper les playmakers du jeu du côté italien, je pense que ça va être et ça va probablement être l'option aussi du côté, enfin à l'inverse, ils vont essayer de nous faire exactement la même chose, sachant que finalement on a vu que à part Thomas Hurtel, il n'y a pas vraiment alors de playmaker, comme vous le savez, si vous avez lu le MOOC numéro 10 spécial sur les playmakers, il y a différentes acceptations de ce terme, mais au sens un petit peu classique du porteur de balle qui va créer du jeu par lui-même, sorti de Thomas Hurtel, il y en a pas énormément dans cette équipe de France. Ça risque vraiment d'être la clé. Ce que tu disais sur l'utilisation du small ball, je partage, Antoine. Je pense que c'est aussi intéressant de voir qu'Amatemba a été vraiment bon sur les derniers matchs et que voilà, lui aussi, enfin
faut lui rendre hommage. Il y a des matchs où il a beaucoup joué, des matchs où il a beaucoup moins joué. En tout cas, quand on a fait appel à lui, il a répondu présent. Et ça va être vraiment intéressant de voir comment Vincent Collet pourra se servir effectivement d'Amat Mbaye et de Gershon Yabusele pour essayer de contrer ce small ball. Et l'objectif, je pense, parce qu'on a quand même une équipe de France avec de nombreux grands, très grands, Mm. ça sera de savoir si on pourra contrer ce small ball en le faisant payer un peu aux Italiens de l'autre côté du terrain. Ce qui est intéressant dans le match face à la Serbie, c'est qu'ils ont accepté de prendre plus de 30 points de la part de Jokic, qui a fait un match extraordinaire, hein, encore une fois. Et ils se sont dit, bon, bah voilà, de toute façon, nous, on va prendre le pari. Et Jokic va mettre, enfin, pari, oui, Jokic va mettre ses 30 points parce que de toute façon, on peut pas le. Tu peux simplement, les joueurs comme ça, tu peux espérer comment dire, les contrôler, mais dans une certaine mesure. Mais par contre, on va rendre la vie plus difficile pour tous les autres. Et voilà, je pense que Rudy et même Vincent, Vincent Poirier ont des qualité de vivacité que n'a pas forcément Jokic défensivement pour revenir un petit peu au cas où les Italiens joueraient avec 5 joueurs à l'extérieur de la ligne à 3 points. Par contre, offensivement, on n'a pas un joueur avec le. Enfin, c'est pas un secret, on n'a pas un joueur qui pourra peser sur la défense italienne à l'intérieur comme le fait Jokic, que ce soit dans la création, que ce soit dans le scoring. Donc ça va être vraiment intéressant. Et pour finir, tu parlais du fait qu'on prenne beaucoup de tirs à 3 points. Antoine, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est aussi dû à l'option défensive qu'on a sur défense de pick and roll, où on joue Drop. ce drop coverage. Mhm. Voilà, simplement, c'est-à-dire qu'en cas de pick and roll, le défenseur qui défend sur le porteur d'écran va pas sortir et être au niveau de l'écran. Il reste en retrait pour interdire l'accès au cercle. Voilà, c'est notamment quand c'est Rudy qui défend en pick and roll, c'est ça le choix que le staff a fait. Effectivement, on l'a payé souvent avec soit des grands même qui ont mis des 3 points. Dans le match contre la Turquie, on en a pris un ou deux comme ça. Ou sur les extérieurs, simplement, si une fois si le joueur qui défend sur le porteur de balle n'arrive pas à surpasser l'écran ou à contester suffisamment, il y a souvent quand même un tir relativement ouvert. Avec tous les guillemets qu'on veut, hein, c'est du très haut niveau. Je pense que c'est une des raisons qui explique effectivement le fait qu'on ait pris autant de tirs à 3 points, enfin qu'on ait encaissé autant de tirs à 3 points. Alors je ne vais pas faire la loi comment dire, la loi des probabilités, mais quelque part, on peut espérer qu'après avoir rentré autant de tirs importants dans le match précédent, l'Italie, il y a un moment où même un joueur comment dire, comme Spissou, il y a un moment où il va revenir un petit peu dans des standards un peu plus classiques. Mais malgré tout, effectivement, si ça commence à prendre feu de toutes parts, je partage tout à fait ton avis, Antoine. On ne pourra pas rivaliser, je pense, dans un concours de tir extérieur. Il faudra pouvoir instaurer du jeu intérieur, que ce soit avec nos intérieurs classiques, entre guillemets, ou trouver des moyens d'accéder au panier, d'accéder au cercle et à la raquette pour pouvoir au moins fixer et ressortir, pour avoir des tirs de meilleure qualité que quand nos extérieurs simplement dribblent en périphérie et prennent un tir de loin. Moi, il y a un truc, Partage. il y a un petit truc qui m'inquiète un peu. Je pense que de toute façon, c'est une évidence. Mais et Vincent Collet lui-même, là, on a parlé. Il y a un extrait qui est sorti sur le compte Twitter de l'équipe de France, où on le voit parler avant le match contre la Turquie, il me semble, il parle des pertes de balles, parce qu'on est l'équipe Ah qui bah perd ouais. le plus de ballons depuis le début du tournoi. Une évidence de dire que tu as plus de chances de gagner le match quand tu perds moins de ballons que ton adversaire, mais on en perd, à chaque fois, on tourne autour des 20. Enfin, c'est un truc de dingue, en fait. Contre les Turcs, bon, il y a la prolongation, mais on en perd 21, je crois. Slovénie 18, contre la Hongrie, même les matchs qu'on gagne, hein, contre la Hongrie, on en perd 20, Bosnie 18. Contre les Allemands, on en a perdu 17, ils en ont perdu 8. Enfin, c'est des trucs. Et Donc encore, là, tu vois, contre l'Allemagne, c'était ouais, c'était pas honteux parce que la défense ouais, très allemande, déjà agressif. On ses a été premiers sous matchs, pression. hyper agressive, montait Ouais, très haut. Pour le coup, il y a une bonne partie des pertes de balles qui étaient causées par la défense. Mais effectivement, ouais. je te laisse la parole après Shai. Il y a d'autres matchs où on avait l'impression simplement qu'on rendait la balle sans même qu'il y ait une pression défensive Mm. extraordinaire. Non, mais tu as raison, il y a la spécificité de la défense allemande qui fait que ça peut s'expliquer sur un match ponctuellement. Tu dis, bon, ça a été compliqué sur les pertes de balles parce que les autres ont très bien fait le taf. Mais Collet lui-même, il explique, enfin, la manière dont il explique, il dit, vous cherchez des actions compliquées, le de jouer simple. Et dans les matchs, on le voit, et c'est surtout les phases où on commence à mener au score. On a des joueurs, parmi les rares très créatifs, comme Hurtel, il tente quand même des choses super compliquées à chaque fois. Quand il est en réussite, c'est super à voir. C'est un beau joueur, Thomas Hurtel.
Mais derrière, même les joueurs dont c'est moins la caractéristique commencent à tenter des trucs compliqués qui font qu'on perd des ballons. C'est incompréhensible. Et j'ai peur qu'il y ait un moment où on le paye vraiment trop cher, notamment sur un match contre l'Italie où les mecs ils vont pas laisser passer ça, à mon avis. C'est parce qu'on n'a pas de on n'a pas alors déjà, on a ce problème de playmaker dont on parlait, c'est-à-dire qu'on a notre meilleur playmaker, c'est Hurtel, mais c'est pas le meilleur défenseur extérieur, donc c'est difficile, il faut savoir trouver alterner. Albissi, c'est un bon défenseur extérieur et c'est un meneur de jeu, mais c'est pas forcément un gros créateur. Fournier, c'est quelqu'un qui crée quand même plus pour lui que pour les autres. C'est pas un organisateur de jeu en tout cas. Et du coup, on a des profils un peu particuliers où il y a soit l'un, soit l'autre. On n'a pas vraiment un two-way player créateur qui va pouvoir à la fois tenir son rôle en défense et calmer le jeu et poser. Voilà, il n'y a pas Nando De Colo. Euh, et à côté de ça, on n'a pas un truc sur lequel on se repose. C'est-à-dire que voilà, si aujourd'hui, là, à un moment, tu as besoin vraiment de te reposer sur une base, ça rejoint un peu le plancher de ce que tu disais, même si le plancher c'était plus global, ça pouvait inclure la défense, mais en attaque, on n'a pas quelque chose sur lequel on se repose. On n'a pas un système fort, on n'a pas un collectif fort, et ça, on peut aussi l'imputer à Collet. C'est quand même des choses qui lui ont été reprochées, même si voilà, moi je suis un défenseur de Vincent Collet, mais voilà, on n'a pas un vrai système de jeu très fort sur lequel on va s'appuyer. Il y a des équipes, c'est ça, quand ils n'ont pas de playmaker, ce playmaker, c'est le système. On en parle dans le MOOC. Là, nous, on n'a pas ça. On n'a pas un vrai point de fixation à l'intérieur, sachant qu'en plus, il faut déjà la faire, cette passe d'entrée dans la raquette. Tu l'as dit, Shai, contre la Turquie, on galérait. Donc, on n'a pas un vrai point de fixation dans la raquette. Derrière, au final, qu'est-ce qui nous reste? C'est passer la balle à Evan Fournier et éventuellement jouer un pick and roll. Mm. C'est peut-être le truc le plus sûr qu'on a quand il faut vraiment, quand il faut calmer, qu'il va falloir marquer un point. Mais ça, au bout d'un moment, ça devient très prévisible. Si la défense, elle se dit juste, bah, on va resserrer sur Fournier, derrière, il faut l'intelligence pour lâcher le ballon dans le bon au bon endroit, au bon joueur et au bon moment. Enfin oui, donc au bon endroit et au bon moment, tu vois, ça demande toute une... et ensuite, bah, voilà, toute une circulation pour aller chercher le tir ouvert. Et bien sûr qu'on sait le faire, que l'équipe de France sait le faire, mais pas tout le temps, parfois de manière très brouillonne et ça joue beaucoup sur les pertes de balles. Donc il nous manque ça revient au plancher, quoi. Il nous manque quelque chose, une base solide sur laquelle on va s'appuyer quand vraiment on est en galère. C'est pour ça que je pense que il faut retrouver une qualité de défense qui a toujours Oui, été quand même la base. voilà, la force de cette équipe de France. Et il faut arriver à la trouver dans la durée. Je pense que la meilleure manière pour nous de trouver enfin, j'invente rien, hein, de trouver des actions offensives à haut pourcentage, ça commencera par une défense de fer et arriver à avoir cette défense pendant 40 minutes. Je pense que tu parlais de contrôler les playmakers adverses, Antoine. Je pense que l'objectif numéro un enfin, le plan de jeu principal pour ce match contre l'Italie, c'est de neutraliser Nicolo Melli. Je pense que vraiment, il faut qu'il y ait systématiquement un joueur sur lui qui le coupe du ballon, qui l'empêche d'avoir ce rayonnement. Énormément du jeu beaucoup de jeux passent par lui. Je trouve que c'est un de leurs meilleurs créateurs. Donc voilà, je pense que si on arrive à trouver finalement ce plancher défensif où on se dit, bon, bah, en dessous de ce niveau-là, on ne descendra pas en dessous de ce niveau-là, en termes de dureté, en termes de qualité de défense dans les rotations, de contestation des tirs, etc. Et qu'on arrive à contrôler Nicolo Melli, qui fait un super tournoi, qui est un super joueur, mais enfin, je pense quand même, c'est pas un joueur du registre d'un Luka Doncic ou Oui, bien sûr. d'un Yanis ou d'un Jokic. C'est un joueur qui peut quand même être éteint. Par le passé, on a des joueurs comme Florent Pietrus, voilà, dont c'était un peu la spécialité de partir, que ce soit sur Dirk Nowitzki ou Andrea Bargnani, et de faire chuter leur rendement de 25%. Voilà, il faut qu'on ait ça sur Nicolo Melli sur la durée du match, et que derrière, on arrive à avoir cette assise défensive et cette rigueur défensive, et se dire, bah non, on va pas prendre un 13-0 parce qu'à un moment, on met pas deux en attaque, donc on se précipite, on rend des ballons et derrière, on encaisse les points. C'est vraiment, je pense, la clé de ce match pour le quart de finale. Surtout que les Serbes, donc leur sélectionneur, en analysant la défaite, a bien insisté sur ce point, sur le fait qu'au final, bon, alors il a rendu hommage aux Italiens, hein, il a été il a été beau joueur, il a été fair play, il a dit les Italiens ont été fantastiques, ils méritaient plus de gagner, etc. Mais après, quand il parle de son équipe, ce qu'il met en avant, c'est même pas les tirs ratés par les joueurs qui ne sont pas Jokic, c'est vraiment la défense. La Serbie a manqué de dureté, de caractère, de rigueur. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis.
les Serbes, s'ils avaient défendu avec constance, peu importe leur adresse ou leur maladresse, ils auraient sans doute gagné ce match. Il n'y a que 6 points d'écart à la fin. Donc clairement, moi je partage tout à fait ton avis. Je pense, voilà, on dit souvent la défense fait gagner des matchs, mais là, clairement, ça peut être le cas. Et pour l'équipe de France, de toute façon, c'est le cas depuis presque 15 ans maintenant. Donc il va falloir retrouver cette base. On a les joueurs, on a là, même avec les absents qu'il y a, on a quand même les joueurs pour, parce on a de quoi faire des line-up défensifs hyper intéressants, mine de rien, un peu variés, avec des profils. Par exemple, Terry Tarpey, depuis qu'il est là, défensivement, c'est très bon. Timothée Luaou, c'est un excellent défenseur. Dans son registre, Andro Albissi aussi, c'est un excellent défenseur. Il y a de quoi faire, en fait. Complètement. Je parle même pas de Rudy Gobert, évidemment, mais il y a de quoi. Après, il faut voir si c'est toujours adapté à l'adversaire. C'est pas, mais Oui, il y a de quoi faire. C'est pas. le problème, c'est qu'il faut quand même que ça rejoint à notre profil, quoi. Faut qu'il y ait un mec capable de poser un dribble, entre guillemets. Ouais. C'est pas des Danny Green, hein, mais faut que derrière, on ait quand même des joueurs qui soient capables. Alors, Terry Tarpey est intéressant dans ses mouvements sans le ballon. Complètement. Mais donc lui, Terry Tarpey, je le vois comme un two-way player. Luau Cabarro est censé en être un, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué s'il n'est pas en spot-up là. Dans du basket Ouais. FIBA très serré comme ça, Sur ce tournoi, il a dit, c'est ouais, pas lui qui va créer du jeu. D'autant qu'il n'est pas en Théo, confiance sur il les. n'est pas en Voilà. confiance. Théo Malédon peut être très intéressant j'aurais s'il défend. S'il défend, si Théo Malédon se donne là, parce que lui, là, pour le coup, il a la capacité à la fois à créer en percussion, à la fois à jouer des pick and roll. C'est quand même il n'a pas une vision du jeu dégueulasse, il a l'habitude du basket FIBA, c'est quand même un meneur. Et il est grand et athlétique pour défendre. Donc Théo Malédon peut vraiment avoir un rôle intéressant. Je ne sais pas à quel point Vincent Collet va le lancer, parce que je pense que Albissi, Thomas Hurtel, tous seront devant lui. les Mais statuts. Malédon, surtout qu'en fait, quand tu arrives en quart de finale, en fait, ta rotation elle est resserrée et tu as moins tendance. Là où sur le troisième match de poule, tu te dis, bon, allez, je lance 20 minutes ce mec-là, mon 10e homme. Là, tu ne le fais pas en fait sur un quart de finale, sauf si limite tu es en galère et tu te dis, bon, allez, peut-être, là, je ne sais plus quoi faire, peut-être que c'est lui qui va nous sauver. Je pense qu'il n'aura peut-être pas de temps de jeu, pas beaucoup de temps de jeu, mais Malédon peut être intéressant. Non, mais je partage votre avis. On a les armes de ce côté-là du terrain. Juste 2 mots sur Terry Tarpey. Ça vaudra le coup, de toute façon, en fin de compétition, de revenir sur lui, mais il fait une compétition incroyable, je trouve. Euh, Pas d'erreur. Tout le temps dans la défense, tout le temps dans les intentions d'agressivité. Tu parlais, Antoine, de ses coupes sans la balle, etc. Il va chercher des rebonds offensifs. Il met une pression sur la défense, ne serait-ce qu'en coupant, etc. Et je trouve que finalement, offensivement, il joue alors, il faut mettre des guillemets, hein, mais il joue un peu le rôle qui était celui de Nicolas Batum par le passé, dans le sens où il donne beaucoup de liens, en fait. Moi, ce que j'aime bien offensivement, c'est que même s'il marque pas, quand la balle lui arrive, elle reste pas dans ses mains. Soit il s'en sert, soit il s'en. Enfin, c'est un peu voilà, le b.a.-ba du basket de la triple menace, mais ça va très vite. Soit il rend la balle, soit il trouve une passe vers l'intérieur, soit il tire, soit il drive. Mais il n'y a pas de temps perdu et il donne beaucoup de liens à l'attaque de l'équipe de France, tout en discrétion. Et effectivement, il s'est rendu indispensable. Je pense que dans ce match-là, il aura à coup sûr de toute façon un rôle déterminant à jouer. Vraiment, je pense que on va revenir un petit peu à cette idée de cette notion de groupe, mais là où la Serbie s'est fait trouer un petit peu en défense, c'est justement qu'elle a manqué de cohésion défensive, de réalisme. Les Italiens ont systématiquement, quand ils sont repassés devant au score, c'est par leur défense, mais c'est aussi parce qu'offensivement, ils ont trouvé les joueurs seuls, et ces joueurs seuls étaient peu contestés ou trop tardivement contestés. Là, il faudra une grosse activité de l'équipe de France qui a toutes les armes pour le faire défensivement. Mais je pense vraiment, et quelque part, voilà, on parlait tout à l'heure de la différence comment dire, d'état d'esprit au niveau des mentalités en sortant du huitième de finale. Finalement, la France a vu la mort dans les yeux quelque part. Elle sait qu'elle est rescapée un petit peu de ce match contre la Turquie qui était parti pour lui échapper. Je sais pas, tu rejoues le match, tu rejoues les dernières minutes 99 fois. La France le perd 99 fois quasiment. Donc ils ont chopé la fois sur 100 où tu peux le prendre. Donc je m'attends à une équipe de France déterminée, d'autant que là, effectivement, on demande à l'équipe de France de faire appel à son ADN, la défense, être en place. Mais la question, ça sera ça. J'en reviens à ça. Est-ce qu'on aura la rigueur?
Et est-ce qu'on aura la cohésion collective pour vraiment tenir ces 40 minutes face à l'Italie? Je pense qu'il y a tout pour, honnêtement. Quelque part, si on me demandait de faire un pronostic, moi, je dirais que l'équipe de France va effectivement rejoindre le stade des demi-finales. Mais ça reste, je pense que ça doit être de toute façon le gros des interrogations et du discours de Vincent Collet d'ici le match de demain. Ouais, enfin, après, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est favori et moi, je suis assez optimiste en fait. Hein, il y a tellement de, comment dire, de, de signaux enfin, ils sont très conscients que c'est un traquenard et que c'est pas juste une formalité. Dans tout ce que disent Collet, dans ce que disent les joueurs, ils sont conscients que là, sont pas sous leur meilleure version. Il manque des joueurs, le capitaine, etc. Ils sont très conscients de ça, donc je pense qu'ils vont pas le prendre à la légère et je ne les imagine pas se projeter déjà en se disant ah bon, bah, de toute façon, on attend la Slovénie en demi. Si toutefois la Slovénie passe, parce que cet euro, il est assez incroyable au niveau des surprises. Même contre la Belgique, on n'en a pas parlé, mais les Slovènes étaient menés au début du quatrième quart-temps quand même, contre la Belgique. Bon, c'est Ouais, et puis la Grèce a dû cravacher pour les se Tchèques. défaire de la République tchèque. Et non, c'était Non, mais carrément. ça, c'est une réflexion plus globale, mais cet euro, il est encore plus cool que ce à quoi je m'attendais, honnêtement, sur le niveau des matchs, le suspense, le fait qu'il y ait des équipes qui prennent des options pour surprendre des gros poissons. On parle de la Grèce, on est en train d'imaginer la Grèce en demi ou en finale, mais il y a l'Allemagne aussi qui fait un super tournoi, qui est à domicile, c'est tension. Donc, c'est pour ça que je trouve les Bleus bien dans le sens où ils se projettent pas trop, ils sont pas en train de se dire on va forcément jouer telle équipe, on va forcément jouer une médaille. Là, avec le miracle qui s'est produit, je les sens bien terre à terre et conscient que ça va être compliqué. Bon, si on faisait le petit jeu des pronostics, là, vous diriez quoi alors pour ce quart de finale? La France de 7 points. C'est pas mal, j'allais dire un truc comme ça. Alors, je vais dire, la France, voilà, autour des 7-8 points d'avance. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir alors, je pense pas que ce sera Malédon, comme disait Antoine, même si j'aimerais beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a un joueur surprise qui va faire une perf à laquelle on ne s'attend pas plus que d'habitude. Genre Eli Okobo, par exemple, qui est un peu discret depuis le début de la compète, mais qui peut être un peu une sorte de facteur X. Donc, je dirais victoire de 7-8 points et avec un joueur du type Okobo qui sort un peu du bois. Ah bah, moi, je dirais victoire aussi. Et si je devais choisir un joueur surprise, moi, je miserais sur Amat Mbaye. Je pense qu'il peut vraiment avoir un rôle à jouer dans ce match-là, notamment avec Nicolo Melli en face. Ça va être intéressant à suivre. De l'autre côté, donc, effectivement, on peut peut-être parler un petit peu malgré tout, de Slovénie. Revenir un petit peu sur le match qu'on a fait contre la Slovénie. On a dit meilleur match, enfin, en ce qui concerne l'équipe de France. Ouais. Qu'est-ce que vous avez. Enfin, si on regarde le reste du tableau, quelles sont les équipes restant en lice qui vous ont le plus impressionné ou que vous voyez avoir le plus de chances de pouvoir aller loin dans les matchs qui restent? La Grèce, elles ont le meilleur joueur du tournoi. Et en fait, c'est fou parce que c'est pas l'équipe qui joue le mieux. Non. C'est pas l'équipe qui joue le mieux et ça peut leur poser des problèmes à un moment. Je pense que juste la volonté de Giannis, ça les mène en finale. Par contre, après, s'ils jouent les Slovènes, il faudra mieux jouer au basket pour gagner. Mais en tout cas, ils ont là, dans leur partie de tableau, je les vois pas sortir. C'est un peu la finale. Il y en a plein qui attendent le Grèce-Slovénie, Lucas contre Yanis. Mais moi, je pense que après, je ne vais pas être original, mais c'est mon pronostic pour la finale. Je pense. Après, France-Slovénie, c'est beaucoup plus serré que ce qu'on peut croire. Parce que voilà, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais ouais, Grèce-Slovénie, quand même, j'ai l'impression qu'ils ont des joueurs tellement forts. Même si c'est du FIBA et que c'est pas aussi marquant qu'en NBA, quand tu as une individualité aussi forte, c'est. Giannis, là, le match, il est à 4 points à la mi-temps, puis en deuxième mi-temps, il s'occupe de tout, puis hop, paf. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur en fait avec ces équipes-là, c'est que du coup, si c'est un jour où Yanis ça lui est déjà arrivé en sélection, hein, où Yanis est pas bien, ou Lucas, ça lui arrive aussi, il pète un plomb. Derrière, c'est plus compliqué collectivement. Comme tu le disais, c'est pas la Grèce, c'est pas l'équipe qui joue le mieux. La Slovénie, honnêtement, c'est des one-man show de Doncic, hein, les 47 points, 35 points. Et Dragic, quand même. Et le vieux dragon, il est là, il est toujours là, c'est clair. Ils ont une belle équipe, la Slovénie. Oui, non, c'est juste que j'ai l'impression que toutes les équipes où il y a Doncic, et c'est une petite pique envers Doncic, un peu comme les équipes de LeBron James, c'est des équipes qui devaient être très dépendantes de Luka Doncic. C'était pas le cas de la Slovénie quand ils étaient champions d'Europe. Il était très fort, ils étaient en partie dépendants de lui, mais elle ne tournait pas uniquement autour de lui. Et maintenant, en fait, il a le statut qui fait que l'équipe tourne
purement autour de lui. Et ça devient, comme tu as dit, un Luka Doncic show. Et du coup, pour rester sur cette idée-là, je pense qu'il faut vraiment se méfier d'équipes. Parce que bon, il y a l'Allemagne qui est encore là à domicile et collectivement, je trouve ils sont. Voilà, il n'y a pas de génie dans l'équipe, mais c'est très solide. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et il y a une équipe dont on parle absolument pas, mais qui est toujours qualifiée, c'est l'Espagne. Ils ont fini premier de leur groupe en perdant un match contre la Belgique, donc tout le monde les a enterrés, mais ils ont fini premier de leur groupe. Ils se sont qualifiés ensuite. Ils jouent contre Ah, il joue Markkanen, Finlande. par contre. Finlande. Ah, il la joue Finlande. Et Markkanen. voilà, Markkanen, voilà. Alors, il est énorme, hein, Markkanen, depuis le début du tournoi, mais ça reste collectivement, ça reste logiquement moins fort que l'Espagne. Je sais pas, ils me font flipper les Espagnols en fait. Je m'étais mis en tête que c'était pas un tournoi pour eux et qu'il fallait les oublier. Attention quoi, le tableau est ouvert pour eux aussi. Oui, Ouais. ils sont dans la partie, pardon, ils sont Non, dans la vas-y, partie vas-y, un peu Antoine. simple. Non, j'allais dire, ils sont dans la partie un peu où il faudra. En fait, ils ont eu le groupe le plus simple, entre guillemets, hein, avec Ah ouais. façon de parler. Et là, ils sont dans une partie où, en fait, ils n'ont pas encore eu de gros tests pour le coup. Oui. Tu vois, c'est ça j'attends de voir comment cette équipe qui est en transition va réagir dans un gros test. C'est ironique, la France et l'Espagne, qui sont deux équipes à qui il manque des joueurs, ou en tout cas Ah oui. qui forment sont toutes les deux finalement en mesure d'atteindre le dernier carré, peut-être de jouer au moins une médaille, voire la gagne, en étant au final certainement pas les deux meilleures équipes sur le papier. Mais bon, Non, c'est clair. voilà. Ouais, ni même les deux meilleures équipes qu'elles pourraient être, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi, attention quand même, Grèce-Allemagne, la République tchèque avait un plan défensif qui a vraiment bien marché aussi face à la Grèce. Finalement, bon, voilà, avec un joueur comme Yanis, ils ont fini par prendre l'eau vraiment sur la fin du match, hein. Ça a été serré très longtemps. Et vu la rigueur de la défense allemande sur ce tournoi-là, je trouve que c'est quand même et vu les spécificités du jeu d'Yanis, c'est peut-être une des équipes qui peut vraiment avoir la rigueur et la qualité de défense suffisante pour vraiment pousser la Grèce dans ses retranchements. Ça sera vraiment intéressant à voir en tout cas. Mais ce qui est marrant, c'est ça finalement, c'est là où je vous rejoins, c'est que cette équipe de France qui est pleine, enfin, qui nous fait nous poser tout un tas de questions depuis le début du tournoi. On dit, bon, bah voilà, c'est une équipe en reconstruction, il y a une transition, on va préparer championnat du monde et les Jeux Olympiques qui viennent derrière. Au bout du compte, elle est tout à fait, effectivement, en position et en capacité d'aller très, très loin dans ce tournoi. Et c'est ce qui fait que ce tournoi est un petit peu, est un petit peu fou. Alors, effectivement, je le trouve, c'est un bel euro avec beaucoup de surprises. Personnellement, j'avoue que je regrette un petit peu l'époque où les euros étaient plus resserrés en termes de nombre d'équipes et de qualité, où chaque match. Directement en quart de finale, ça, c'est le fait de jouer des huitièmes qui. Ça, d'une part, et puis avant, il y avait beaucoup moins d'équipes qui étaient qualifiées aussi pour les championnats Ouais, d'Europe. La FIBA a rajouté un paquet d'équipes il y a quelques années maintenant. Il y a une époque, c'était déjà être qualifié, c'était déjà une performance en soi. Et derrière, c'était coupe-gorge systématiquement tous les matchs. Il y avait pas de groupe de la mort. En fait, tous les groupes étaient les groupes de la mort. Donc, il y avait une densité qui était un peu plus importante. Mais par contre, effectivement, pour le suspense et puis pour voir des joueurs qu'on n'est pas habitué à voir jouer, sortir la tête, enfin, mettre le nez à la fenêtre ou être performant comme sur un match ou deux, faire un carton, c'est vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, à la fin, enfin, c'est ce qu'on disait en début de podcast, le tableau est vraiment ouvert pour la France comme pour les équipes voilà, qui ont le plus de talent, le plus de capacité. Si on, Allez, je me dis que si on passe ce quart de finale, on peut vraiment aller loin. C'est un petit peu l'idée que j'ai. J'ai l'impression que malgré tout, chaque match, même le match contre la Turquie où il y a cet énorme trou, en termes de rotation, il y a quand même des enseignements sur lesquels Vincent Collet peut s'appuyer et lui permettre d'avoir un peu plus peut-être pas de certitude, mais de conviction pour aborder le match suivant. Donc j'ai l'impression que plus la compétition est longue, plus cette équipe de France monte en qualité ou du moins trouve des ressources et sait sur quoi s'appuyer dans les moments importants. Donc je suis assez enthousiaste pour la fin du tournoi pour l'équipe de France au bout du compte. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on avait parlé un peu de la compétition au début, on était tous les trois, je pense pas ultra optimistes. Et puis sans que ce soit grave d'ailleurs, on se disait, bon, bah, vu que c'est une compétition de transition, si on finit. Bon, si on est en quart, c'est déjà bien. Dans tous les cas, il risque d'y avoir un monstre en face. Donc, et là, maintenant, avec la façon dont ça s'est ouvert, avec la façon dont on a vu les autres équipes jouer, et comme tu disais, les Bleus un peu s'adapter à tout, si tu me dis demain, ils peuvent être champions d'Europe, oui.
comme on peut se faire sortir contre l'Italie là sur un énorme trou d'air. Mais c'est ce qui est un peu c'est intéressant et excitant avec cette équipe-là, c'est que c'est pas trop sur quel pied danser, ça peut être des émotions folles dans les deux sens. C'est clair. C'est clair. Bah, nous, en tout cas, on sera devant ce quart de finale avec, voilà, avec excité, comme disait Antoine en début de podcast, et puis qu'on suivra avec attention. On vous retrouvera, quoi qu'il arrive, jeudi pour un nouvel épisode. Cette semaine, il y aura 2 épisodes du podcast. Comme ça, on pourra analyser à la fois le résultat de ce quart de finale et des quarts de finale, et puis anticiper un petit qui se seront joués, en tout cas, et puis anticiper la suite du tournoi. Voilà, bon match de l'équipe de France demain. Nous, on vous retrouve jeudi, et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Yes. Ciao. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.